Voilà, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Grand Salon. Grand Salon, votre émission qui amène les experts, les gens qui peuvent nous départager dans les débats publics. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir une grande personne, Jimmy Mavuba, journaliste de formation. Avec lui, nous allons essayer d'analyser le phénomène Chronifuati. Du journalisme, on appelait le titre d'émission un peu pour rigoler, du journalisme au Chronifuati. Alors, bonjour, Monsieur Mavuba. Bonjour Olivier Bolia. Merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Alors, d'emblée, je vais d'abord vous poser une question d'actualité avant que nous entrions. Ce qui se passe aux États-Unis, la mort de cet homme qui a été tué par un policier ou un groupe de policiers. Quel est votre sentiment par rapport à cet événement? Attristé, estomaqué, justement, si on continue de voir ces genres de choses dans le monde, on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Parce qu'il y a beaucoup d'années, on a commencé à voir des Noirs mourir comme ça, surtout aux États-Unis. Et bien qu'il y a des bavures policières un peu partout dans le monde, mais on le voit plus aux États-Unis d'Amérique et on se demande pourquoi. Vous voyez, ces genres de choses, ça ne peut que rendre des gens tristes. Et quand on voit la façon dont le méchant a rendu l'âme, donc on n'encourage pas, on espère que dans l'avenir, les États-Unis d'Amérique vont trouver des solutions pour mettre fin à cette forme de racisme qui s'enracine chaque année aux États-Unis. Ah, voilà, mais vous habitez au Canada. Quelles sont vos Oui. impressions sur les relations interraciales au Canada? Au Canada, là où je suis, je le sens pas vraiment parce qu'il y a noirs, même si on est noir, il y a des Amérindiens, des gens d'origine indienne qui sont ici, mais aussi des blancs qui se réclament, des gens qui se réclament des vrais blancs, des gens de première habitants du pays. Vous voyez, il y a quand même, ici, c'est quand même un peu mieux par rapport aux États-Unis parce qu'il y a des coins, bien qu'il y a des coins où il y a ces genres de choses, mais en général, les gens collaborent avec tout le monde sans discrimination. Mais pour ceux-là qui disent qu'au Canada, c'est un peu de l'hypocrisie aussi, hein. Quand on regarde dans les entreprises, on voit majoritairement que ce sont des Blancs qui dirigent. Quand on regarde en politique, il n'y a presque pas de représentants de couleur noire. Est-ce que ce n'est pas un peu être satisfait lorsque les choses ne sont pas réellement euh, peut-être pas comme aux États-Unis, mais ce n'est pas aussi le paradis au Canada. Mais faudrait voir aussi ce que font les Noirs pour arriver au sommet. Parce que dans la politique, pour occuper des postes et même quel que soit dans l'armée, il faut se battre pour arriver. Mais je vois plus du côté des Noirs, ils n'ont pas la vision d'aller jusqu'au sommet. Ils se contentent d'avoir ce qu'ils ont, ils s'arrêtent là. Moi, je pense pas que ça sera un cadeau, de le faire un cadeau pour qu'on retrouve un noir à la tête d'une institution. Non, il faudrait se battre et je pense que cette politique, les noirs n'en ont pas. Voilà pourquoi Voilà. il y a Mais des bulles. qu'est-ce qu'il faut faire, Jimmy Mavuba, réellement pour arriver au top? Parce qu'ici, on parle de racisme systémique où pratiquement on a l'impression que le noir doit arriver à un certain niveau et s'arrêter là. Et il y a aussi une autre école qui dit que bon, le noir doit toujours travailler deux fois pour mériter quelque chose qu'une personne d'autre race travaille pour lequel quelque chose pour laquelle quelqu'un d'autre race travaillerait une seule fois. Voilà, ça nous ramène un peu à ce que je disais avant. Même si il faut travailler deux fois ou trois fois, c'est seulement le travail. Il faudrait avoir cette vision et l'envie d'arriver au sommet. C'est ce qui nous manque en fait. En fait, par rapport aux autres qui pensent déjà, par exemple, qui pensent déjà dans l'avenir, qu'après 5 ans ou 10 ans, je vais faire ceci. Contrairement à nous, on se limite juste à une année. On pense ce qu'on va faire dans quelques jours ici sans savoir ce qu'on aura à faire dans réellement 5 ans ou 10 ans. C'est ce qui pose problème. Moi, je pense que tant qu'il y a des gens qui réfléchissent
juste là où il ne voit pas loin, il ne voit pas loin. Je pense qu'il y aura toujours ce genre de problèmes par rapport aux autres. On pointe du doigt les blancs, mais ils ont planifié la vie et ils savent ce qu'ils vont faire dans les années à venir. Donc, c'est là qu'on doit vraiment travailler pour éviter qu'on soit toujours derrière eux. Alors, quel est le message que vous avez pour cette jeunesse justement qui voudrait qu'il y ait cette égalité des chances, égalité à l'arrivée aussi? Qu'est-ce que vous avez comme message précis à cette jeunesse qui veut aller loin? À la jeunesse, je dirais justement, il faudrait se battre, hein, parce que si on reste à bras croisés, il y aura pas de bonnes choses, il y aura pas des bénédictions, on va pas atteindre un certain niveau. Alors justement, pour ça, il faudrait se battre et avoir aussi une vision, mais pas se limiter dans ce qu'on va faire pour soi, mais aussi penser pour les autres. Parce que d'habitude, on pense seulement pour nous. Or, pour contribuer à la société, il faudrait penser à toi, mais aussi aux autres et penser à plusieurs années à venir et ce que tu vas faire. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et au niveau des revendications, comment est-ce que le noir devrait s'organiser pour faire passer le message sur les inégalités? Parce qu'il y en a quand même, hein, qu'il faut en parler, mais comment pensiez-vous que nous devons nous organiser pour que le message puisse arriver de l'autre côté et de manière euh, que certains changements soient faits au niveau du système? On doit, au niveau, par exemple, des communautés, éviter d'être spectateur parce qu'on regarde juste les choses de loin sans s'imprégner, sans s'impliquer. Donc, on doit éviter, enlever cette barrière qui nous empêche d'aller un peu plus loin. D'abord, avoir des idées qui vont, par exemple, nous aider dans quelques années à arriver à un objectif. C'est donner d'abord des objectifs et puis voir ensuite comment, qu'est faire exactement pour atteindre ces objectifs. Parce que des fois, on marche sans avoir des objectifs et c'est pour cela on ne sait pas dans 5, 10 ans ce qu'on va faire. On doit d'abord définir les objectifs et en fonction de ça, si on définit les objectifs aujourd'hui et c'est en fonction de ça qu'on va maintenant travailler, c'est mettre en place des politiques qui vont nous permettre justement à arriver au sommet. Voilà, je rappelle aux gens qui viennent de nous se joindre à nous que je suis Et avec un journaliste de formation, Jimmy Mavuba. Jimmy, j'aimerais quand même que l'audience de Grand Salon qui vous découvre aujourd'hui, que vous parlez un peu de vous. Jimmy Mavuba, quel est votre parcours, du moins journalistique, pour que les gens comprennent que vous êtes ici aussi en tant qu'expert? merci beaucoup. Comme vous avez dit, je suis journaliste de formation. J'ai beaucoup plus travaillé en Afrique, à Kinshasa particulièrement. J'ai travaillé à la RTNC, c'est d'ailleurs là que j'ai commencé en 2003. Après la RTNC, je suis allé à la RTAE. Après la RTAE, je suis allé à Canal 5 Télévision, une chaîne de télévision de Kinshasa. Et puis, je me suis lancé dans la presse écrite où j'ai travaillé pour Le Point Sahara, plus avec Daniel Safou. J'ai travaillé avec d'autres amis. J'ai travaillé dans le journal Les Paris, dirigé à l'époque par un certain Alain Moupoundou, Alain Bernard Moupoundou. Et puis, par la suite, je suis allé à Congo Media Channel et puis pour chuter à Télé 50 où j'ai travaillé pendant 6 ans. Voilà, long parcours, certainement. Mais Jimmy Mavuba, la raison pour laquelle nous avons voulu sincèrement vous avoir ici, c'est pour parler justement du métier que vous avez appris à l'école et bien sûr vous avez eu aussi une formation professionnelle qui a soutenu justement Et les, continue l'air d'apprendre. ouais, ouais, les connaissances théoriques, parce qu'on dit souvent, bah, l'école, c'est la théorie, mais vous avez jumelé et la théorie et la pratique parce que vous avez travaillé pour certaines chaînes. Mais pour vous, les journalismes, quand on parle de journalisme, c'est quoi pour vous? Quand on parle du journalisme ou Ouais. du journalisme comme métier, c'est un métier qui permet aux gens de partager des informations et un journaliste est celui
qui récolte les informations, traite et puis diffuse. Donc, il y a 3 étapes pour être un journaliste et un bon journaliste. Il faut savoir récolter les informations, ensuite traiter les informations et puis diffuser les informations. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, des gens qui ramassent plutôt de gauche à droite et puis balancent à la télé sans respecter les 3 étapes clés qui font de vous un journaliste, un bon d'ailleurs. Donc, il faut récolter, analyser Oui. et puis finalement les diffuser. Voilà, vous récoltez les informations, vous traitez. Pendant les traitements, vous allez aussi analyser et puis avoir une conclusion et puis c'est ensuite que vous allez diffuser. Donc, quand vous respectez les 3 étapes, vous êtes journaliste. Alors, quel est le rôle de la ligne éditoriale ou quel est le rôle que joue la ligne éditoriale dans les traitements des informations? La ligne éditoriale, en fait, amène une autre façon de voir les choses et ça vous donne déjà un chemin que vous devrez suivre, par exemple. Il y a des chaînes qui sont pro-pouvoir. Quand vous travaillez dans des chaînes de télévision qui sont pro-pouvoir, vous êtes obligé de traiter vos informations à l'avantage du pouvoir. C'est ce qu'on appelle ligne éditoriale. Quand votre ligne éditoriale vous permet de dire tout, vous êtes quand même bien parce que vous n'avez pas le bras croisé, vous ne serez pas limité, vous allez quand même faire sortir votre voix. Mais aujourd'hui, dans la presse, le plus grand problème aujourd'hui, c'est la ligne éditoriale parce qu'aujourd'hui, la presse aussi est financée. Les médias qui sont financés par des gens ne peuvent pas critiquer ou analyser, faire des recherches qui vont pousser à discréditer la personne qui finance. C'est en fonction de ça qu'on définit. Voilà, d'autres chaînes définissent leur ligne éditoriale en fonction, par exemple, du gouvernement, quand ils sont partenaires du gouvernement. Il y a d'autres qui définissent leur chaîne de télévision en fonction des politiques. Donc, la personne qui finance, on ne peut jamais le critiquer. Vous voyez, c'est un peu ça. Et dans un système dictatorial ou semi-dictatorial aussi, les journalistes doivent traiter les informations, sachant qu'il y aurait peut-être des implications pénales si les journalistes prenaient telle ou telle perspective. Là, le journaliste n'est pas vraiment protégé dans ces sens-là. C'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, on parlait on souhaitait avoir une loi. Il y a beaucoup d'arrestations de journalistes au Congo. Oui, il y a même de meurtres. Mais il y en a aussi partout. Il y a d'autres journalistes. Seulement sur Internet, quand on arrête un journaliste, les gens vont s'attaquer directement au pouvoir. Mais il faudrait savoir aussi qu'est-ce qui a fait pour qu'on arrête ces journalistes. Vous voyez, il y a des journalistes qui se permettent aujourd'hui de dire n'importe quoi, n'importe comment, sans savoir, en disant telle ou telle autre chose, vous quittez votre métier du journalisme et vous passez pour quelqu'un qui insulte. Il y a des propos, voilà pourquoi j'avais dit, vous récoltez, vous traitez. Dans les traitements, vous devrez savoir qu'est-ce que vous devez dire et ce que vous ne devez pas dire. Dans les traitements de l'information, je dois savoir que non, je ne peux pas insulter, dire Olivier Mbola est un imbécile, par exemple. On ne peut pas dire ça. Il y a des limites. Quand vous ne respectez pas ces limites, vous allez vous retrouver. Mais non, on parle du traitement pur de l'information. Ne pensez-vous pas que lorsqu'on doit obéir à une ligne éditoriale, l'information d'emblée devient un fake news ou subjective? L'information ne devient pas fake news, mais seulement, ça sera une information colorée, en fait. Vous voyez? On va faire en sorte d'amener cette information, d'amener l'information de telle sorte que ça ne puisse pas déranger la personne qui est derrière nous, qui nous finance, par exemple. Et à partir de cela, là, le journaliste perd aussi de crédibilité. Et parce qu'il n'a pas les mains libres pour dire ce que son travail lui permet de dire, mais il doit, pendant ces temps, trouver de voies et moyens pour épargner la personne qui finance, vous voyez? C'est en fonction de ça que beaucoup de fois, beaucoup de gens pensent que les lignes éditoriales aujourd'hui ne respectent pas, ne permettent pas aux journalistes de travailler convenablement. Voilà, je rappelle encore une fois que je suis avec le journaliste Jimmy Mavuba, qui est mon invité ce soir en expert pour
parler de l'évolution de l'art journalistique ou la science du journalisme en RDC, de voir s'il y a des choses sur lesquelles nous pouvons travailler pour améliorer le travail du journaliste congolais. Alors, le mieux à faire, c'est d'appeler un expert pour en parler ou discuter avec nous. Alors, Jimmy Oui, Mavouba, une autre question. Euh, Parce que ça m'étante quand même, hein, la question de la ligne éditoriale, la coloration de l'information, comme vous l'avez dit. Euh, alors, quand est-ce que ça devient fake news alors? en fait, fake news, c'est quand on a quelque chose qui n'est pas vraiment une information. Euh, quand on prend une nouvelle et on diffuse sans savoir si c'est vrai ou pas. Quand c'est pas vrai, c'est ça, c'est en ces moments que ça devient fake news. Vous ramassez, par exemple, aujourd'hui, il y a eu en République démocratique du Congo, il y a eu une nomination, permutation dans quelques entreprises des mandataires publics. Vous citez, par exemple, le nom de quelqu'un qui n'a pas été nommé. C'est ça. Ça devient un fake news. Vous voyez? Ça devient un fake news parce que vous avez amené, en fait, les mensonges. Vous avez amené les mensonges dans la presse pendant ces temps. Ça risque de détourner l'attention des personnes. Beaucoup utilisent les fake news aujourd'hui pour un objectif. L'objectif peut être, par exemple, de détourner l'attention, de distraire les autres. Les gens sur Internet le font, par exemple, pour gagner juste de vie sur YouTube, par exemple. Il crée une information lui-même qui n'a pas de sous-bassement, qui est en fait de mensonge quand il amène. C'est ça qu'on appelle fake news. Alors, mais aujourd'hui, avec la vitesse avec laquelle il faut reconnaître, aujourd'hui, l'information s'est fait à temps réel. Alors, Mhm. comment maintenant traiter l'information tout en sachant que cette information n'est pas finale, elle est encore en développement, mais il faut qu'elle soit quand même diffusée. Même en 5 minutes, on peut traiter l'information. Rapidement, vous pouvez avoir une nouvelle et vous aurez aussi le temps de vérifier. Quand vous avez, par exemple, une nouvelle qui vous arrive de gauche à droite, rapidement, avant la diffusion, traiter une information, ça prend quelques minutes. Et pendant ce temps, vous pouvez appeler quelqu'un qui viendra donner de la valeur à votre information, quelqu'un qui viendra confirmer, quelqu'un qui viendra, par exemple, ajouter ce que vous n'avez pas. Quand j'ai, par exemple, une information que je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais de confirmer, quand je le fais passer à la presse, j'ai dit selon Olivier Bolia. Ça m'épargne, moi. Moi, je reste crédible. OK. Quand ça a eu une mauvaise information, les gens vont s'attaquer à Olivier Bola parce que la source, vous avez cité, c'était Olivier Bola. Vous voyez? Pendant ces temps, même en quelques minutes, quand vous avez une nouvelle comme ça, il faudrait vérifier rapidement et savoir si c'est réellement vrai. Si vous n'avez pas suivi vous-même, vous pouvez vérifier. Il y a plusieurs manières de vérifier l'information avant la diffusion. OK. Est-ce normal, vous avez parlé de financement de la presse. Oui, on peut devenir entrepreneur et investir dans la presse et tout, et imposer une certaine ligne éditoriale à sa compagnie, parce qu'il s'agit d'une compagnie comme toute autre. Mais euh, quand est-ce que euh, la rentabilité de cette compagnie de presse devient, si la rentabilité devient plus importante que les traitements de l'information même, y a-t-il de conséquences au niveau du public sur la qualité de l'information? Parce que aujourd'hui, on est à l'époque où il y a le buzz, il y a toujours eu de buzz, mais aujourd'hui, pratiquement, l'information est théâtralisée. Donc, il faut donner l'impression qu'on est peut-être dans un film d'action. Et voilà, quelles sont vos impressions par rapport à cette forme de journalisme où on s'aperçoit qu'on veut
coûte que l'information apparaisse comme on est dans une salle de cinéma où on est en train de voir un très beau film. Quand vous faites ce genre de choses, vous vous discréditez en fait vous-même. Ça peut passer une fois, deux fois, mais pas trois fois. Vous voyez, les gens vont se rendre compte qu'en réalité, cette chaîne ne faisait que nous mentir depuis les débuts. Depuis le début. Quand vous commencez, par exemple, vous avez une bonne information, vous diffusez, oui, ça passe. Mais demain, quand vous diffusez vous pouvez diffuser une bonne information 10 fois. Mais quand vous diffusez deux fausses informations et les gens se rendent compte que c'était vraiment de fausses informations, vous voyez, vous vous discréditez et les gens risqueront de penser que les 10 autres qui étaient des bonnes informations, ils vont penser que c'était la même chose en fait. Alors pour éviter ce genre de choses, voilà, il faudrait être strict dans la manière de traiter les informations. Vous respectez les ABC de la presse qui demandent à un journaliste, par exemple, de récolter, de traiter l'information avant la diffusion. La diffusion, c'est donc la troisième étape. On commence par les traitements. On commence plutôt par récolter les informations. Après avoir récolté, traitement, c'est donc à la base. Parce que quand vous êtes en train de traiter, vous devrez savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Et en ces moments, vous allez décider par la suite de la diffusion de l'information. Donner de fausses informations aujourd'hui, demain, ou juste pour être la première personne à diffuser, oui, les gens vont suivre, mais par la suite, ils vont dire quoi? Par la suite, ils vont déjà avoir une idée en tête qu'avec lui, c'est pas sûr. Et avec le temps, si ça continue comme ça, vous allez perdre votre crédibilité, vous allez perdre votre visibilité si vous en avez aussi, vous allez perdre tous ces téléspectateurs qui étaient derrière vous, qui risqueront de vous zapper pour une autre personne ou une autre chaîne de télévision. Est-ce qu'on peut être un bon journaliste sans avoir été à l'école? Sans avoir été à l'école, c'est un peu compliqué. Je dirais pratiquement impossible parce qu'il y a des choses qu'il faudrait respecter. Vous voyez? Il faudrait respecter, par exemple, j'ai parlé ici des ABC de la presse, j'ai parlé du traitement de l'information. Comment est-ce que vous allez faire ça si vous n'avez pas été formé? Il ne suffit pas seulement d'aller à l'université. Même, il y a des formations qu'on donne pour devenir journaliste. Vous pouvez faire ces formations et devenir journaliste demain. Mais je ne vois pas par quel miracle quelqu'un puisse se réclamer journaliste sans passer par un centre de formation, par exemple, sans passer par un centre de formation ou par une école du journalisme ou à l'université. Je ne vois pas comment on peut s'autoproclamer journaliste comme ça. Voilà, mais parce qu'on en voit souvent à Kinshasa et même dans la diaspora congolaise, il y a eu vraiment un grand nombre de personnes qui se sont autoproclamées journalistes et il y a eu même des historiens devenus journalistes. C'est pas seulement des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont appris autre chose. Du jour au lendemain, ils font des émissions. Est-ce qu'il y a des dangers lorsqu'il y a ces autoproclamations de journalistes? Est-ce qu'il y a, vous y voyez un danger C'est déjà ce qu'on voit aujourd'hui dans la presse. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a du mal à faire l'introduction, quelqu'un qui ne sait pas ouvrir son émission, quelqu'un qui ne sait pas poser des questions. Vous voyez, quelqu'un qui se limite. Quand vous regardez quelqu'un qui se réclame journaliste, par exemple, sur Internet, vous n'avez pas l'impression d'être en face d'un journaliste quand vous regardez ce genre d'émission. Vous sentez être juste devant deux personnes qui se parlent. Moi, je pense que tout ça, ce sont pas des émissions, ce sont juste des gens qui parlent et qui racontent en fait leur vie sur Internet. Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est journaliste au moment où il reçoit son invité, par exemple, dans une émission, il ne sait pas par où commencer? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est journaliste quand on ne sait pas ouvrir son émission, quand on ne sait pas faire l'introduction, quand on ne sait pas amener son invité, commencer en bas, monter et puis chuter? Comment est-ce qu'on peut se réclamer être journaliste? Vous voyez des émissions, surtout sur Internet, sur YouTube, avec ces vents qui vient aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui commence une émission
quand vous regardez avec l'œil d'un professionnel, vous ne sentez pas savoir la tête et la queue. En fait, il renverse les tout. C'est ça les vrais problèmes aujourd'hui. Et malheureusement, des gens comme ça sont suivis aussi. C'est un peu désolant. Là, je profite même pour vous poser une question. Est-ce que finalement, quand on atteint le succès et qu'on est regardé par les gens à travers le monde, euh, pour beaucoup de ces journalistes autoproclamés, c'est le couronnement. Couronnement pour eux. Mais en fait, le plus grand problème sur Internet, parce qu'on ne sait pas réguler ça. Si vous êtes, par exemple, à Kinshasa, il y a des gens qui s'occupent du régularisation en fait de ces secteurs. Vous allez voir, nous avons par exemple au Congo, à l'époque c'était AM, Haute Autorité de Médias, aujourd'hui c'est CESAC. Vous voyez, Ouais, on peut ouais, contrôler des journalistes qui émettent à partir de Kinshasa. Mais quelqu'un qui est sur Internet, ouais. il y a personne qui sera derrière lui pour lui rappeler les ABC de la presse. Il y a personne qui sera derrière lui pour lui dire, par exemple, telle chose, avec telle tenue, on ne peut pas passer à la télé. Vous voyez, sur Internet, comme ça, moi, je pense qu'on ne peut pas appeler ces gens de journalistes. Voilà. Nous rappelons aux gens qui nous suivent, l'émission est vraiment instructive. Je suis avec Jimmy Mavouba, journaliste de formation. Nous sommes en train de recevoir une éducation en direct sur les choses qui se passent avec ces métiers. Aujourd'hui, nous avons vraiment une litanie de journalistes à travers le monde qui naissent chaque jour sur Internet. Alors, une question encore qui me choque un peu. Aujourd'hui, les journalistes congolais ont des surnoms. Mokolo Lopango, Sango, Jésus de la presse, tous ces noms-là, est-ce que, selon vous, est-ce que ça remplit le critère d'éthique demandé aux journalistes de se donner des surnoms Motoasuka, la plus belle Quand de la même, presse. c'est donner des surnoms. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire ça quand on passe à la télé. Laissons, par exemple, des téléspectateurs nous surnommer. Par exemple, les gens qui diront Olivier Bolia, l'information, c'est lui. Laissez, par exemple, des gens constater que vous méritez tel ou tel autre nom. Et quand ça vient, par exemple, je pense que c'est pas un problème, mais vous-même vous surnommez, je ne pense que ça ne donne pas de crédibilité. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans ces genres de cas? Il y a, il y a des gens qui animaient, par exemple, des émissions culturelles, des émissions du genre comique, à l'époque, je me rappelle, il y avait une émission, j'ai perdu le nom, euh, sur TF1. J'ai oublié le nom de l'émission. Il y avait des gens comme ça il y avait quelqu'un qui s'appelait un nom justement pour amuser la galerie parce que c'était une émission avec les enfants. Vous voyez, Okay. Oui, il prend juste le surnom pour quelques minutes, mais c'est pas porter du début à la fin ou mettre carrément son nom à côté. Désormais, appelez-moi. Je ne pense que c'est pas important, ça ne reflète pas la bonne image qu'un journaliste doit avoir. Laissons plutôt les gens qui nous regardent nous surnommer, laissons plutôt ces gens nous donner, par exemple, des noms en fonction de la qualité du travail, que nous apportons. merci beaucoup. Nous continuons cette randonnée avec Jimmy Mavouba qui a accepté de faire cette émission avec nous. Jimmy, est-ce qu'un journaliste peut accepter de l'argent aujourd'hui? Quand vous allez faire une émission au Congo, à la fin, vous devez donner 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars, dépendamment de la valeur de la chaîne ou de la personne, sa valeur sur Internet, tout ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça donne une crédibilité à une information qui à une information à la fin de laquelle vous devez payer de l'argent? Oui.
des émissions comme ça existe. Mais il faudrait savoir, quand vous parlez de ça, je pense plus au phénomène coupage. Quelqu'un qui, après une émission ou un travail, une interview, et vous donne, par exemple, les transports. En réalité, le métier ne nous permet pas d'accepter ça. Mais il y a des émissions, par exemple, j'ai travaillé à l'époque à la RTNC avec quelqu'un qui amenait son émission. Pour passer à l'émission, il faudrait payer 10 000 $. Vous voyez? C'est les cachets, en fait, de l'émission. Quand c'est les cachets de l'émission, je ne pense pas que ça pose problème parce qu'il y a des gens qui diffusent des émissions dans les Mais chaînes de la télévision. Ils sont obligés de crédibilité, payer. l'éthique, Jimmy, on vous donne 10 000 $, je dois passer, prenons un exemple typique, je dois passer à votre émission, je vous donne 10 000 $, vous devez me poser des questions. Est-ce que vous allez bien faire votre travail après avoir reçu ces 10 000 $, ou vous allez dire, bon, ça c'est un bon client, il faut qu'il soit bien traité pour qu'il revienne une autre fois payer ces 10 000 $. J'avais dit au début, c'est deux choses. Le phénomène, j'avais parlé du phénomène coupage, que les gens se font chouchouter parce qu'ils ont fait un travail juste après, on vous file quelque chose pour prendre la bière. Mais non, partout au monde, il y a des émissions déjà établies comme ça. Il y a par exemple, il y a l'OMS qui communique par exemple sur Al Jazeera pour, euh, pour faire la promotion d'un produit. Ils sont obligés de payer. Et ça ne sera pas moins de 100 000 $. Vous voyez, il y a déjà des choses qui sont déterminées comme ça. Quand vous venez dans mon émission, vous savez déjà, sans même me rencontrer, vous savez déjà que vous devrez payer autant d'argent. C'est les cachets de l'émission. Ça ne pose pas problème. Mais ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle à Kinshasa le phénomène coupage que vous donnez aux gens, justement, après un travail. Vous dites, par exemple, c'est pour les transports. Vous dites, par exemple, ça, c'est pour vous. Vous allez prendre la bière juste après. Vous voyez, c'est ce qui pose problème. Mais il y a des émissions déjà établies que vous devrez payer avant de passer. Moi, je pense que pour ça, si vous payez comme ça, c'est pas un problème. Et Non, d'habitude, mais vous ne payez pas au je présentateur. comprends bien si Vous ne c'est payez une pas au présentateur. émission, si Oui, c'est vous ne une payez pas au émission de présentateur de l'idée. publicité, si c'est une émission de publicité, je vous coupe pas, Monsieur Mavouba, juste, j'ai voulu introduire une autre question. Si c'est une publicité, je comprends bien, mais si vous m'invitez pour me poser des questions d'actualité sur moi, comment devrais-je encore vous payer pour une information qui sera bénéfique à votre chaîne? Voilà, vous avez bien dit, vous m'appelez pour des questions d'actualité. Là, c'est pratiquement impossible. Comment est-ce que vous pouvez payer pour parler de l'actualité? Non. Mais un candidat président qui passe dans une émission, même ici à Radio-Canada, il doit payer. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vient en fait passer son message, faire sa communication. C'est pendant ces moments, c'est en ces temps que vous devrez payer les cachets de Mais cette nous ne sommes émission. pas en Mais quand, période, nous sommes pas en période électorale à c'est un Kinshasa présentement, mais c'est un ces exemple. paiements, C'est un exemple que je donne. Mais maintenant, pour rien, vous venez juste commenter l'actualité. Là, vous ne payez pas. Vous voyez? C'est bien établi. Vous payez. S'il y a des journalistes qui font ça, vraiment, c'est pas à encourager. mais il y a de gros risques, Jimmy Mavouba, il y a de gros risques de ternir la crédibilité d'une personne lorsqu'il y a des échanges monétaires qui se font comme ça. Euh, je ne sais pas, mais je Je vous ai trouve que déjà dit, c'est Olivier, dangereux. je vous ai déjà dit, il y a ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Ce qui est permis, c'est payer quand vous venez faire votre communication. Là, vous n'allez pas d'ailleurs payer au présentateur. Il y a tout un service. Vous devez passer, par exemple, à la caisse, payer l'émission. D'habitude, ça, c'est pour la plupart des cas que je connais. Déjà, avant d'arriver, vous devez déjà régler tout ça. Votre équipe va déjà régler tout ça quand vous venez faire une communication. Vous payez déjà bien avant. Mais quand c'est entre journalistes, et je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Ouais. Un invité, vous me recevez comme invité et puis juste après ou avant, je vous donne ça. Là, c'est comme si je vous ai déjà acheté. C'est en fait ça qu'on décourage, c'est en fait ça qu'on ne soutient pas dans la presse. Mais s'il faudrait payer pour faire sa communication, là oui.
Mais il faut aussi dénoter un phénomène que nous voyons couramment, des journalistes qui appartiennent à des personnes ou à des entités. C'est-à-dire que, bon, finalement, du fait que on revient chez la même personne et payer cette somme d'argent, on a l'impression que ce journaliste devient un journaliste privé. Journaliste En tout, privé, dans le sens où on le voit même dans les débats des journalistes congolais sur Internet où les uns accusent les autres d'être pro telle personnalité musicale, pro telle personnalité politique. Et voilà, il y a justement ces dangers-là émanent du fait que si je te paye une fois, deux fois, 50 fois, vous devenez pratiquement mon client. voilà, c'est ce que je disais. Ça fait partie des choses qu'on condamne dans la presse. Ouais. Vous ne pouvez pas, vous, journaliste, demander de l'argent à un invité que vous recevrez, par exemple. Quand vous vous retrouvez face à ce genre de choses, vous avez dit une fois, deux fois, et vous serez, par exemple, pour la prochaine fois que vous allez recevoir les messieurs, Olivier Boya me paye aujourd'hui, me paye demain, et après demain, quand j'ai une émission, je serai déjà prêt à lui soutenir. Je vais le laisser l'espace. Si c'est une émission contradictoire, vous allez vous rendre compte que je vais plus me pencher de votre côté. C'est ce qu'on n'autorise pas dans les métiers. Vous voyez, ça fait partie des choses que nous condamnons, ça fait partie des choses qu'il faut revoir. que nous pas, oui, ça fait partie des choses Revoir. qu'il faut revoir. Mais par exemple, à Kinshasa, on retrouve ce genre de choses parce qu'il y a des journalistes qui ne s'en retrouvent pas. 90% des chaînes de télévision au Congo ne payent pas de journalistes. Vous voyez? Et même s'ils disent qu'ils payent, en réalité, ce ne sont pas des salaires. Et pour ça, c'est ce qui permet aux journalistes, c'est ce qui ouvre en fait la porte aux journalistes d'aller s'allier, se ranger derrière un invité. C'est comme ça fait partie des choses qui vraiment tuent ces métiers nobles. Voilà, je rappelle encore une fois que nous sommes avec Jimmy Mavuba, Oui. journaliste de formation avec qui nous sommes en train d'échanger, de faire une émission et pour vous, surtout parce que nous voulons que le débat entre Congolais soit un débat réel. Nous voulons sortir du virtuel, Oui. et entrer dans les réels, poser des questions qui sont réelles et des questions qui affectent chaque jour nos vies. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la presse et nous avons un invité de marque, Jimmy Mavuba, qui est en train de nous illuminer sur les problèmes que nous pouvons rencontrer dans ces métiers. Alors, encore, on va un peu aller à gauche pour vous poser une question, Monsieur Mavuba. C'est par rapport au style de journalisme. Nous voyons pratiquement en RDC généralement et sur nos sites d'internet au niveau à l'international qu'une personne peut être un journaliste sportif le matin, faire une émission politique à 15 heures, couvrir un matanga le lendemain. Donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas de danger d'expertise ici qu'une personne qui est habituée à faire des émissions avec des musiciens se réveille le matin et faire une émission avec Dr Mukwege, est-ce qu'il y a quel danger voyez-vous dans ces genres de transmutation? Vous voyez, et cette question va nous ramener à ce qu'on disait ici, les journalistes ne sont pas bien rémunérés au pays. Vous voyez, par exemple, quand une chaîne de télévision, n'importe quel organe de presse organisé, a en son sein des journalistes spécialistes en matière, par exemple, économique, des journalistes spécialistes en matière sportive, il y a des journalistes spécialistes, il y a des politologues, il y a des gens qui sont là justement pour analyser. Mais vous voyez que ça demande des moyens. Quelqu'un qui se retrouve, par exemple, juste analyste sportif, qui se retrouve, par exemple, pendant une semaine sans gagner quelque chose dans la presse.
Vous voyez, ça va lui dérouter, ça va lui pousser à aller chercher c'est quelque chose-là de l'autre côté. Vous voyez, il va laisser par exemple la presse pour se retrouver en politique. Mais dans la formation, quand on forme un journaliste, on le forme pour être compétent. Quand on est compétent, on peut travailler de gauche à droite. Mais il y a seulement des gens qui se spécialisent en telle ou telle autre matière. Et c'est ça nous ramène encore une fois de plus dans ce que je disais au début quand vous m'avez posé cette question. Si une chaîne est organisée, il aura en son sein des journalistes, hein, des gens chargés de telle autre chronique. Mais être polyvalent aussi, c'est une bonne chose. Moi-même, j'ai eu à travailler comme ça, mais pas nécessairement pour gagner un peu d'argent. Vous travaillez au même moment, vous pouvez recevoir quelqu'un avec qui vous allez parler du sport, recevoir quelqu'un avec qui vous parlez de la musique, être un peu polyvalent, ça fait partie aussi des critères d'un bon journaliste. Voilà, mais quand je me rappelle quand j'étais encore à l'école primaire ou secondaire, parfois j'étais bon en mathématiques, en géographie, en histoire et pas bon dans tel ou tel cours. Je m'imagine aussi pour le journaliste, on peut être bon euh, chroniqueur politique, bon chroniqueur ceci, mais pas très très bon dans tel ou tel domaine parce qu'il faut quand même rappeler qu'il te faut une culture, une connaissance générale lorsque vous abordez un sujet. C'est dans ce sens-là que va ma question. Est-ce qu'il y a danger lorsqu'on essaie de toucher à tout par justement désir de se faire un peu d'argent, un peu de thunes, mais en réalité, on ne maîtrise pas tellement cet aspect ou ces domaines? C'est très dangereux quand vous n'avez pas d'objectif, quand vous voulez, par exemple, prendre à gauche et à droite. Mais un journaliste polyvalent peut se retrouver devant, par exemple, il est spécialiste en matière sportive, mais il doit présenter une émission politique. Pendant ces temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a les temps de traitement. Une heure, par exemple, ou quelques heures avant l'émission, vous avez les temps d'être en fait coaché par une autre personne qui maîtrise mieux la matière. Vous pouvez vous partager des idées. Voilà pourquoi dans chaque rédaction, il y a un conseil de rédaction dans les chaînes de télévision, il y a un conseil de rédaction où vous décidez pratiquement de tout le programme de la journée. Les matins, quand vous arrivez, quand vous avez votre conseil de rédaction, vous savez déjà, il y a des conseils de rédaction pour les services de production, mais aussi pour les informations. Mais ça permet déjà de savoir que telle personne qui va présenter telle émission aura besoin des questions économiques, aura besoin de quelques questions pour parler de l'économie qu'il ne maîtrise pas. Et pour ça, vous donnez une autre personne qui va l'aider. Vous recevrez par exemple un premier ministre. Pour être un premier ministre, on ne doit pas seulement euh, être économiste ou on doit être qui je ne sais. Vous devez juste en se retrouvant politique, vous vous retrouvez Premier ministre, vous devez parler des questions économiques, vous devez parler du sport, vous devez parler de la sécurité. Vous voyez? Voilà pourquoi ils ont des conseillers à côté, à gauche et à droite. Quand vous recevrez une personne comme ça, vous parlez plus de la politique, mais vous recevrez un Premier ministre, vous devrez parler avec lui de sport. Quand vous avez votre spécialiste de sport dans la rédaction, c'est en ces moments qu'il va vous aider. Vous Voilà. voyez, c'est dans ces termes que j'ai parlé de la polyvalence. Mais Voilà. quelqu'un qui mélange sans objectif, qui mélange le tout, c'est très, très dangereux. Dangereux. Aussi que en Occident, je vois par exemple un médecin qui a fini des études de médecin et qui prend des cours de journalisme pour devenir journaliste spécialisé dans les domaines médicaux, par exemple, ou un ancien joueur qui prend des cours de journalisme pour devenir journaliste de sport. Il y a des exemples comme ça, mais c'est très, voilà, mais c'est très grave lorsque nous voyons quelqu'un juste par recherche d'argent, de notoriété, se balade dans tous les domaines. Voilà pourquoi j'avais dit que c'est très dangereux. Voilà. Merci beaucoup. Nous continuons. Nous allons
lentement mais sûrement vers la fin de ces grands salons qui a connu Oui, la participation de Jimmy Mavuba, notre ami, nous a vraiment éduqué amplement sur les choses qu'il faut connaître sur ces métiers parce que ça ne sert à rien de spéculer. Vous voulez connaître quelque chose? Appelez un expert. Je l'ai fait, j'ai Jimmy Mavuba aujourd'hui pour parler du journalisme. Alors, YouTube est venu avec sa fête, avec mhm, tout ce que nous voyons aujourd'hui, la haute technologie, les caméras, tout le monde a sa caméra, tout le monde a son ordinateur. On peut filmer à partir de n'importe où, on peut dire tout ce qu'on veut. L'information ne passe plus par les canaux historiques de conseils de la presse ou toutes les institutions que les pays du monde ont pour gérer ou filtrer l'information avant que oui. ça atteigne la population. Est-ce que vous avez un mot par rapport à l'arrivée de YouTube, les avantages, les désavantages? En fait, YouTube n'est pas seulement pour les journalistes. Ça permet à chaque personne qui veut de mettre en fait en ligne ce qu'il fait. Mais seulement quand on veut apparaître comme un journaliste, on doit être journaliste. Vous voyez par exemple sur YouTube, euh, il y a des joueurs, il y a des footballeurs qui ont aussi des chaînes YouTube. Mais vous n'allez pas le voir dans euh, pendant qu'il va diffuser ses émissions, être lui-même présentateur. Non, il fait juste des jonglages, par exemple. Il vous montre juste ce qu'il sait faire dans son domaine. Vous voyez, ça devrait être la même chose pour tout le monde, n'importe qui. Voilà pourquoi je disais que n'importe qui peut utiliser YouTube, mais il ne faudrait pas seulement prendre la casquette d'un journaliste pour l'utiliser. C'est ça le problème. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire passer des pièces théâtrales comme on voit ici, oui, mais il ne faudrait pas seulement faire un effort de rester dans son domaine quand on utilise YouTube. Aujourd'hui, les conséquences, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un qui voit juste à la télé un journaliste dire bonjour et puis commencer à poser des questions, lui aussi il fait la même chose. Vous voyez? Et le mal, c'est parce que c'est pas régulé. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour voir telle chose qui doit être diffusée ou pas. Malheureusement, c'est ça. Donc, c'est en fait nous, les hommes, nous sommes en train de détruire, de salir en fait l'image de YouTube, surtout pour ceux qui ne respectent pas leur catégorie en fait. Heureusement que pour Facebook, par exemple, quand une information n'est pas correcte aujourd'hui, ils ont un système pour rappeler à la personne que cette information n'est pas correcte. YouTube ne l'utilise pas souvent, seulement peut-être pour des images pornographiques, des choses comme ça. Mais je pense à la langue, il y aura quand même une sorte de contrôle sur les informations qui sont diffusées. Mais la qualité de ce que nous faisons sur YouTube euh, pour nos nationaux, les Congolais en général, quelles sont vos impressions? Quelles sont les choses que vous déplorez sur YouTube et quelles sont les choses que vous encouragerez nos nationaux à continuer dans cette voie? Il y a des émissions qu'on peut voir sur YouTube. Il y a de belles émissions d'ailleurs. Il y a des émissions musicales, des émissions où on parle politique, sport. Oui, c'est bien. Mais seulement, je ne sais pas, je me demande deux fois, est-ce que c'est seulement au Congo ou dans tout le pays du monde, il y a autant de chaînes YouTube? Quelqu'un s'est rêvé aujourd'hui, s'est décidé de créer une chaîne YouTube. Il a sa chaîne sans Mais ce qui est très grave, je vais rajouter quelque chose à Jimmy Mavuba, c'est que je vois quand vous allez sur les YouTube des autres pays, vous n'avez pas simplement les pièces de théâtre ou je sais pas, les gens qui s'insultent, mais il y a aussi la promotion de ces pays. Il y a des YouTube spécialisés pour le tourisme, le YouTube spécialisé pour des informations politiques, des YouTube spécialisés pour les sports, mais apparemment,
chez nous, nous avons choisi un seul créneau, majoritairement. C'est ça les problèmes. Vous voyez, au Congo, chacun s'est fermé de faire n'importe quoi. Quand il suffit juste de savoir que là-bas, tu peux gagner un 100, même un 10 dollars, et tout le monde se précipite d'aller vers. Ça me rappelle, il y a un moment à Kinshasa, tout le monde voulait créer des cabines téléphoniques parce que à l'époque, ça portait de l'argent. C'est aussi la même chose qu'on voit aujourd'hui sur Internet. N'importe qui peut créer sa chaîne YouTube. Tellement que c'est pas régulé, n'importe qui amène ce qu'il veut faire. Mais malheureusement, on amène plus des choses, bien que c'est en lingala. Mais aujourd'hui, avec Google, on peut traduire les informations en lingala, on peut le traduire en français. Donc, on salit en fait notre image. Parce que quand vous voyez des chaînes YouTube de Congolais, vraiment, vraiment, c'est du n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui vous amène des images qu'on ne devrait pas faire passer, par exemple, à la télé. Il y a quelqu'un qui n'est même pas journaliste et qui se retrouve devant vous en train de parler de n'importe quoi, n'importe comment. C'est vraiment du désordre. En fait, c'est qu'on voit chaque jour sur YouTube. Mais malheureusement, ça continue comme ça parce qu'il y a pas quelqu'un qui est derrière justement pour mettre de l'ordre. Mais il y a quand même des gens qui font bien leurs émissions sur Ouais. YouTube, quelles que soient les émissions musicales, politiques. Il y a des gens comme ça à féliciter. Ouais. Mais Voilà, il faudrait voir ces gens, ils sont moins des 5%. voilà, ils sont une minorité absolue. Mhm. Voilà, mais encore une fois, merci beaucoup pour d'avoir Oui. répondu à cette invitation. Mais l'avenir de la presse, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que les journalistes sont toujours, si pas mal rémunérés, mais aussi pas rémunérés du tout. Alors, l'avenir de cette presse, aujourd'hui, la presse, quand on voit au Canada, en Occident, généralement, la presse peut aussi générer beaucoup d'argent et l'État peut aussi soutirer beaucoup d'impôts Oui. via la presse. Pourquoi ces domaines étant négligés dans nos pays alors que la presse, on l'appelle pompeusement parfois le quatrième pouvoir dans d'autres pays, mais chez nous, la presse est toujours chosifiée, instrumentalisée et n'a pas encore connu, sorti de son adolescence pour devenir une presse adulte, une presse responsable, une presse capable de définir son propre avenir. Ça fait part, dans chaque pays, il y a au moins un budget dans le budget de l'État, il y a au moins un budget qui est réservé aux médias, à la presse. Vous voyez, parce qu'il y a la presse paye des taxes, oui, il y a des chaînes privées qui payent chaque jour des taxes, mais en retour, il y a aussi la part de l'État, la part du gouvernement qui doit à son tour remettre quelque chose pour le fonctionnement de quelques chaînes de télévision. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. En fait, les politiques aujourd'hui ne veulent pas laisser l'autonomie à la presse. Ils pensent que si ils vous laissent vraiment être le quatrième pouvoir, vous, ils n'auront plus le moyen de manipuler en fait la population parce que grâce à la presse, ils ont aujourd'hui le pouvoir de manipuler les autres. Mais quand la presse se retrouve aujourd'hui alignée, tout est en ordre, le pouvoir sera rappelé à chaque fois et ça va léser. Voilà pourquoi ils ont cette mauvaise foi de ne pas financer la presse. Voilà, et ça crée aujourd'hui tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les journalistes sont obligés d'aller à gauche et à droite pour se trouver quelque chose au moment où même ceux qui travaillent dans la chaîne nationale au Congo ne sont pas bien rémunérés. Okay. Et quel aussi le rôle de la presse par rapport aux souffrances de notre pays? On va pas finir cette émission sans en parler. Notre pays est quand même parmi les pays les plus pauvres de la planète. Il y a les enfants sont peu scolarisés. 90% de la population n'ont pas d'emploi
qui rémunèrent, notamment vous avez cité même la presse aussi. Alors tout ce que nous voyons dans cette configuration de souffrance, de malheur et tout ça, est-ce que la presse aussi peut être une presse engagée pour parler de la souffrance de la population? Oui, bien sûr, la presse aussi est là pour interpeller le gouvernement à chaque fois il y a un problème. Mais ce qui est mal aujourd'hui, la presse n'est pas libre de dire, de faire passer les informations en sa possession. Aujourd'hui, toutes les informations sont colorées. Aujourd'hui, les informations qui passent à la télé, ce sont des informations qui ne dérangent pas les politiques parce que c'est la plupart des chaînes de télévision qu'on voit aujourd'hui est soutenue par des politiques. Voilà, c'est la chose qui ne permet pas aux journalistes et qui ne permet pas aux médias de faire passer le vrai message. Il y a aussi, quelque part, vu ces financements que les chaînes de télévision reçoivent de la part du gouvernement, des politiques, ils sont obligés de vendre l'image positive du pays. Parler seulement de la RDC en bien. Là, ça existe, même partout. Si vous regardez France 24, vous n'allez pas voir des bidonvilles en France, mais les phénomènes, vous savez, ça existe aussi là-bas. Vous voyez, il y a des chaînes qui sont pour, il y a des chaînes qui sont contre. Malheureusement, chez nous, il y a 90% des chaînes qui sont derrière l'État. Il y a 90% des chaînes qui, qui veulent privilégier leur intérêt. Et ils ne vont pas vouloir aujourd'hui faire une chose qui va léser telle ou telle autre personne si la personne est derrière et en termes de financement. Donc, vous voyez, tout nous ramène à l'argent. Tout nous ramène à l'argent. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Grand Salon avec Jimmy Mavouba. Alors Jimmy, mot de la fin, comme on a l'habitude de le dire, hein, c'est pas le mot de la fin. Il y aura encore d'autres éditions, bien sûr, avec une telle expertise. Nous ne manquerons pas de faire cet appel téléphonique pour vous avoir une fois de plus. Alors, Monsieur Mavouba, un mot pour conclure ces débats sur la qualité de la presse congolaise. Nous avons dit du journalisme. À l'époque, on a voyé le Kuduro à Kassongo, les Kibambi Chitois. Tout le Oui. monde était émerveillé par la manière dont seulement ils faisaient leur travail, mais aussi la manière dont ils se comportaient en public. On avait l'impression à être en face des grands hommes. Aujourd'hui, la presse a perdu cette coloration, pour emprunter un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises ici. Alors, il n'y a plus de coloration. On a l'impression que les exigences sont enlevées, qu'il suffit de pour certains de parler français un peu, pour d'autres de maîtriser un peu le lingala pour se faire journaliste aujourd'hui. Aujourd'hui, votre mot de la fin ira dans quel sens? Aujourd'hui, parce que tout le monde veut se permettre de faire ce qu'il veut sur Internet, parce que tout le monde veut prendre ses casquettes de journaliste, je demanderais seulement aux gens qui aiment ce métier. Parce que quand vous venez faire ça, c'est parce que vous l'aimez ou vous avez par exemple un objectif. Alors j'ai demandé à tous ces gens de chercher l'excellence. Derrière l'excellence, on n'aura pas à voir ces genres de choses qu'on voit aujourd'hui. Quand vous voulez vraiment être appelé même chroniqueur ou chronifati, comme on les appelle, cherchez quand même l'excellence, cherchez à faire passer le message selon les normes. Évitez des bassesses, des insultes, des choses qui n'édifient en rien. Évitez d'amener des informations juste pour gagner de vue sans vérifier les informations. Évitons en fait ces genres de théâtre qu'on voit chaque jour, tel passe pour insulter et l'autre aussi va faire la même chose. Ce sont des choses qu'on doit éviter en recherchant l'excellence. Voilà, nous allons rechercher l'excellence. Voilà le conseil que nous donne Jimmy Mavouba aujourd'hui. Encore une fois, merci pour avoir accepté cette invitation et Mais nous mettons un point final à cette édition de Grand Salon et c'est avec plaisir que j'avais réussi Jimmy Mavouba. Au revoir.